Bonsoir, nous sommes le dimanche 14 décembre 2014, il est 18 heures et je vais vous parler des rapports entre philosophie et sémantique. Alors, c'est un sujet que j'ai peut-être déjà abordé, mais alors il est récurrent. On s'aperçoit que dans toutes ces discussions philosophiques ou autres que les gens ont ici et là, ils sont tout le temps en train de se référer à des définitions qui ont été établies une fois pour toutes, et dont ils auraient d'ailleurs acquis la réception. On ne sait pas très bien à quel âge. À 8 ans, à 10 ans, on ne sait pas très bien. Ce capital de signification, ce capital sémiotico-sémantique, morphosémantique, comme on voudra, souvent d'ailleurs très mal compris, très mal maîtrisé, parce que tout le monde ne maîtrise pas toutes les étymologies de toute façon, ce capital-là doit servir de viatique, en quelque sorte, serait supposé servir de viatique tout au long de la vie de la personne, notamment dans sa langue maternelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, apprendre à parler, qu'on reviendrait à apprendre à penser. Et bien on se plaint un peu, ça, mais apprendre à parler nous initierait à la façon dont le monde est construit. J'avais été choqué déjà, il y a une douzaine d'années, par un de mes amis, quand on fréquentait à l'époque déjà les cafés philo, et qui m'avait fait toute une démonstration sur la signification qu'il fallait accorder à tel et tel mot. Mais sa démonstration était uniquement sémantique. Du genre, tel mot fait référence à tel autre mot, est synonyme de tel autre mot, est lié à tel autre mot, etc. Les gens croient réellement une seconde que la pensée philosophique doit s'inscrire dans le carcan d'une certaine langue. Parce que n'oublions pas, ce qui est encore bien pire, c'est que ce petit jeu de signification de tel et tel mot, il change d'une langue à l'autre. Dans telle langue, on emploie tel mot pour désigner un ensemble X, et dans telle autre langue, on emploie le même mot pour désigner un ensemble Y, avec des connotations, des corrélations qui sont totalement différentes. La philosophie est quand même censée dépasser le cadre d'une langue donnée, que je sache. Ou alors à ce moment-là, on aurait une philosophie liée à la langue grecque, une philosophie liée à la langue latine, une philosophie liée à la langue française, une philosophie liée à la langue anglaise, une philosophie liée à l'hébreu, etc., etc. Qu'on le dise à ce moment-là. Il semble bien, ou bien entendu à la langue grecque, bien sûr, il semble bien que la philosophie n'est pas à dépendre de cela. Mais cela dit, quand on lit Heidegger, par exemple, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un certain travail sur la langue allemande. Même s'il apporte des éléments, mais malgré tout, on a l'impression que c'est toujours un jeu sur la langue. Et je trouve ça assez aberrant, pour dire la vérité. Je suis quand même assez partagé sur ce sujet, je le reconnais. Moi-même, j'ai défendu, il n'y a pas très longtemps, l'idée qu'il y avait dans les langues une certaine sagesse intrinsèque aux langues. J'ai fait des articles là-dessus, j'ai montré qu'il y avait un nombre limité de radicaux et que la langue était un peu comme un Lego et que, effectivement, le champ morphosémantique associé à un mot et à tous ses dérivés préfixés, suffixés, etc., n'est pas inintéressant. Je ne dis pas le contraire. Il est intéressant pour qui? Il est intéressant pour le sociolinguiste, il est intéressant pour l'historien. C'est toujours le même problème. Il y a une chose qui est intéressante pour l'historien. Moi-même, je suis historien, donc je peux très bien m'intéresser à un moment donné à la genèse d'une langue, à la genèse d'un texte. Oui, mais ça n'empêche pas que par ailleurs, je puisse m'intéresser à ces questions autrement que par le biais, par le prisme de la langue ou du texte en question. La philosophie, à mon avis, n'a pas à être prisonnière, ou en tout cas, elle devrait s'émanciper de ce domaine-là. Ou alors, il faudrait qu'elle l'investisse totalement, ce qu'elle ne fait pas non plus. Donc on a une espèce de cote mal taillée, avec un corpus lexical, étymologique, qui est mal maîtrisé, qui n'est pas assez élaboré, et d'autre part,
une réflexion philosophique complètement libre, et on a quelque chose d'intermédiaire qui n'a ni queue ni tête, qui est à la fois une petite approche des expressions linguistiques, comme ça, un petit bricolage linguistique d'un côté, un petit bricolage philosophique de l'autre, et puis voilà ce que ça donne. Voilà, ça donne les cafés philo. Et ça donne aussi toutes sortes de discussions que les gens peuvent avoir. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on bascule sur la question du consensus. J'en ai déjà parlé plusieurs reprises. Le grand problème de nos sociétés, c'est que les gens ne sont pas capables de s'entendre sur de nouvelles significations et de nouvelles conventions. Ici et maintenant, un groupe donné de gens peut dire voilà, eh bien voilà comment on va dire les choses, voilà comment on va définir les choses, voilà comment on va désigner les choses. Non, comme on ne peut pas faire ça, on renvoie à un corpus et un consensus ancien par défaut, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on dit bon, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord en adulte sur des significations qu'on peut vouloir repenser, revoir, eh bien, restons-en à ce que dit le dictionnaire, restons-en à ce que dit notre connaissance empirique du langage, de la langue maternelle, surtout quand les gens parlent la même langue maternelle, donc on a un bagage commun, mais qui est très ancien, et sur lequel on va se fonder parce que tout simplement, on ne peut pas faire autrement. On n'est pas capable de faire autrement. Et en astrologie, c'est pareil. Incapable de repenser l'astrologie, eh bien, on se reporte à une tradition qui est très ancienne et qui va mettre tout le monde d'accord, etc. Faute de mieux, toujours. C'est la recherche, le fait de se reporter sur un ancien consensus est toujours l'expression d'un échec du consensus actuel ou d'un nouveau consensus. Et il faut bien faire attention. Ce qui est important dans les cafés philo et dans le débat philosophique, c'est justement d'aller au-delà des cloisonnements sémantiques, sémiotiques, etc. C'est la grande question. Est-ce que la philosophie peut échapper à ces balisages philosophiques, sémantiques, anciens? Et est-ce qu'elle est à la merci de nos représentations linguistiques? Moi, je pense qu'il faut aller au-delà.